Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous quittons le domaine des œuvres anglophones pour nous tourner vers la création de deux auteurs bien de chez nous. Aujourd'hui, on parle de Dans la tête de Sherlock Holmes. Chez nous, c'est vite dit, hein. Car pour rappel, Sherlock Holmes à la base c'est britannique, hein. Ah, Sherlock Holmes, assurément un des personnages de fiction les plus connus et adaptés au monde. C'est bien simple, mettez devant les yeux de quelqu'un cette silhouette coiffée de cette casquette si caractéristique que l'on nomme un Deerstalker, et la personne reconnaîtra forcément notre célèbre détective. Créé en 1887 par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman Une étude en rouge, marquant sa rencontre avec le docteur Watson, le personnage connaîtra moultes aventures avec son fidèle acolyte, logeant au 221B Baker Street, et parcourant Londres et le Royaume-Uni au fil d'enquêtes tout aussi mystérieuses les unes que les autres, et s'étalant sur un total de 4 romans et 56 nouvelles, nommées aujourd'hui le canon holmésien. Comprenez en gros l'ensemble de l'œuvre rédigée par Doyle, excluant tout ce qui a été créé par d'autres auteurs ensuite, les Saintes Écritures en quelque sorte. Va ensuite la contribution de nombreux artistes, que ce soit sous la forme littéraire originale, en pièces de théâtre, mais aussi en bande dessinée, en comics, en jeux vidéo, en manga et en film, ce qui permit aux personnages de traverser les âges et les générations tout en étant sans cesse réinventés et modernisés. Et je ne vous parle pas des multiples hommages et parodies du personnage dans des œuvres qui n'ont au premier coup d'œil rien à voir avec lui, comme dans Star Trek Generation, ou plus récemment dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Les nouvelles aventures de Lucky Luke, une série récente? Elle date de 2001 quand même. Bref, je sais que dans mon cas, que même si j'ai été exposé à diverses adaptations en film et en téléfilm durant mon enfance et mon adolescence, ce n'est qu'aux alentours de ma majorité que j'ai vraiment découvert le personnage, à travers les adaptations réalisées par Guy Ritchie, que j'ai pas aimé, et la série Sherlock de la BBC. Tout n'est pas bon, mais j'ai globalement apprécié. Mais je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de mes œuvres cinématographiques préférées ou détestées sur Sherlock Holmes, mais bien pour vous parler de ma seconde rencontre avec le détective qui s'est faite avec le monde de la BD franco-belge. Dans la tête de Sherlock Holmes, une série débutée en avril 2019 avec le premier tome du diptyque L'affaire du ticket scandaleux, suivi d'un second sorti en septembre 2021. Premier travail en tant que scénariste de la part du coloriste Cyril Hieron, que j'ai pu croiser à l'occasion durant mon enfance dans les séries Barbe Rouge et Cotton Kid, accompagné au dessin de Benoît Dahan, ayant aussi participé à l'élaboration du scénario. Les deux auteurs ont eu l'ambition avec cette série de créer une toute nouvelle aventure venant s'intégrer au beau milieu des histoires originales de Conan Doyle, plus précisément entre les nouvelles La Ligue des Rouquins et L'Escarboucle Bleue. Même si à cette période, Watson il est censé être marié avec Mary, mais elle ne sera jamais mentionnée dans les deux tomes. Après, ça reste logique, vu la forme que prend le récit. Car comme son titre l'indique, les auteurs vont se détacher de la forme originale des enquêtes de Doyle, qui nous plaçait à travers les yeux du Dr Watson, renforçant ainsi l'aspect exceptionnel de la méthodologie et de la déduction de Holmes. Ici, ce code est inversé et nous nous plaçons depuis le point de vue de Sherlock, nous permettant de suivre tout son raisonnement et ses réflexions sur l'enquête. De l'aveu de Benoît Dahan dans une interview donnée sur la chaîne de Sherlock Unlocked, que je vous recommande chaudement si vous êtes intéressé par l'univers du détective britannique et de l'œuvre de Conan Doyle en général, l'idée était de mettre en image les réflexions de Holmes lors de ces longs silences ou ces espèces de transes dans lesquelles il rentre, quand il fouille un lieu, à l'image d'un passage de la nouvelle Le mystère de la vallée des Boscombes, où Watson observe Sherlock en train de fouiller dans l'herbe en donnant l'impression d'être quasiment absent, comme enfermé dans sa bulle. Ou sa mansarde, pour les puristes. Et c'est là encore une ambition et une réussite de la part de l'équipe créative, car même si les auteurs ne se présentent pas non plus comme des incollables de l'univers de Sherlock Holmes... D'abord, je ne connais pas sur le bout des doigts toutes les aventures de Sherlock Holmes.
Ils ont tenu à être le plus proche possible du matériel source, en consultant notamment M. Thierry Saint-Jonis, président de la société Sherlock Holmes de France, afin d'être le plus précis possible quant à ce qu'il est possible de faire ou non avec le personnage, afin que le tout reste cohérent. Pour vous donner un exemple, il se demandait si Sherlock Holmes et Watson s'étaient déjà retrouvés sur un cheval. Il leur a répondu avec une photo de tournage de Jeremy Brett à cheval dans la série Sherlock Holmes de 1984. Ils ont aussi effectué un travail de recherche sur le Londres de l'époque victorienne pour dessiner des monuments ayant réellement existé le plus précisément possible, ou même des vieilles cartes de l'époque, sorties tout droit de la collection privée du dessinateur, afin de nous illustrer la route que parcourt notre duo durant l'enquête. Le tout dessiné sur un fond style vieux papier, pour donner du cachet à la BD, et obtenu en scannant des pages de vieux livres. Mais la fidélité ne s'arrête pas seulement à la reconstitution de la ville et aux lieux traversés par nos héros, mais aussi dans les petits détails, comme la babouche de Holmes où il cache son tabac, sa manière particulière d'allumer sa pipe. Les designs de certains personnages sont aussi référencés, comme celui de Mycroft, rendant hommage à l'acteur Charles Gray, l'ayant joué dans la série produite par la BBC en 1984. Et même pour notre héros principal, qui est inspiré de l'acteur Peter Cushing. Oui, le grand Moff Tarkin dans l'épisode 4, ayant joué le personnage dans l'adaptation du Chien de Baskerville de la Hammer, sorti en 1959. Film qui est cité par les deux auteurs comme leur premier contact avec le détective et comme une énorme référence. Même si dans le cas de Monsieur Dahan, une interview dans le Castmate numéro 125, nous dévoile que son premier contact avec Sherlock Holmes s'est fait à l'âge de 10 ans avec le film Young Sherlock Holmes et le secret de la pyramide. Que je me suis empressé d'aller voir pour cette vidéo, hein. Et bordel de merde. Bon, qu'on soit d'accord, hein, la bande-son elle déchire tout, et les fans d'Harry Potter apprécieront sûrement, le scénariste étant Chris Columbus. Mais je me suis fait chier. Putain, je dois être trop vieux pour ces conneries, hein. Mais bon, trêve de divagation, revenons-en au sujet principal de cette vidéo. Dans la tête de Sherlock Holmes, qu'est-ce que ça raconte ? Londres, 1890. Il est 3h du matin quand un policier arrête un individu vêtu d'une simple robe de chambre, errant tel un fou dans les rues. Étant incapable de se souvenir de la moindre information expliquant ses déambulations nocturnes, l'homme, médecin de profession, demande à joindre l'un de ses confrères, le docteur John Watson. Arrivé au 221B Baker Street, l'homme éveille la curiosité de Sherlock, trompant au même moment l'ennui avec une solution à base de 7% de cocaïne. 5%. Don't you think I'm aware you've been diluting it behind my back? Les déductions de Holmes quant à l'état physique de l'individu, ainsi que le récit de sa femme quant à son étrange comportement lors de la nuit précédant sa disparition, le conduira lui et son ami Watson sur la piste d'un mystérieux spectacle, auquel l'on peut assister seulement sur invitation, ainsi que de multiples disparitions dans l'East End. Ce qui frappe à la découverte de la bande dessinée la première fois, au-delà de sa superbe couverture découpée qui aura réussi à attirer mon regard en pleine nuit dans une vitrine, c'est son découpage. Alors que dans l'imaginaire des non-connaisseurs de BD franco-belge, dont je fais partie, on aurait tendance à imaginer une page de BD avec un gaufrier classique avec de temps en temps des plus grandes cases pour appuyer un passage important de l'intrigue, iconiser un lieu, un personnage, une action particulière ou que sais-je encore. Ici, certaines cases prennent la forme d'objets ou de meubles présents dans les scènes, se déforment au gré des réflexions de Holmes et fusionnent même avec des illustrations pour devenir presque invisibles, le découpage des scènes se faisant alors par le biais de l'illustration elle-même. L'autre surprise se trouve être le troisième personnage principal de cette histoire, le fil rouge. Métaphore désignant un fil conducteur qui, par définition, est dans une histoire le repère permettant de lier chaque élément de l'intrigue et de rendre l'ensemble cohérent, ici, en plus d'être illustré tout le long des 2 volumes, et donc de guider notre œil dans les différentes cases d'une page, il est la personnification de l'enquête menée par Holmes, reliant chaque événement, action et déduction de celui-ci qui mèneront à sa conclusion finale, risquant à tout moment de casser si la piste qu'il suit s'avoue être une impasse. Cet élément est un allié précieux pour le lecteur afin de suivre les réflexions éclaires du limier, et il rend la lecture ludique, ce qui est une volonté des auteurs et qui rejoint l'idée de la couverture découpée, plus souvent réservée à des livres destinés aux plus jeunes. Après, si l'idée est excellente ce papier et fonctionne à 99% du temps, il m'est quand même arrivé, à l'image du Dr Watson, de m'emmêler un peu le fil et devoir revenir en arrière histoire de retrouver mon chemin. Bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois et dans le tome 1, qui est quand même plein d'expositions, que ça parle beaucoup. Enfin, tous les éléments sont là pour pouvoir t'installer l'intrigue, l'enquête et la résoudre dans le tome 2. Quoi qu'il en soit, cette mauvaise expérience ne s'est pas reproduite dans le tome 2, bien plus rentre-dedans et riche en scènes d'action, avec un découpage aux petits oignons. Comme par exemple cette séquence où Sherlock se sert d'un palan afin d'atteindre un suspect en hauteur, ce qui se traduit donc visuellement par le personnage passant du bas de la page gauche en haut de la page droite, le tout en une case, accompagnant ainsi naturellement notre regard de lecteur. Simple, efficace, du génie.
Et le pire, c'est que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car l'aspect ludique de l'œuvre se fait aussi à travers d'autres procédés, avec par exemple le passage que j'ai cité auparavant, où Holmes invite Watson à tenter une déduction. Il s'en mêle donc les pinceaux et le fil rouge de l'enquête avec, et Sherlock se sert de la conclusion de son ami en la retournant pour livrer la sienne, et invite le lecteur à en faire de même avec la BD afin de la découvrir. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore! Et vas-y que l'on doit jouer avec la transparence des pages afin de voir une illustration sous un autre point de vue, et qu'on doit en plier deux autres afin de reconstituer un portrait robot, la BD est truffée de ce genre de petites trouvailles. Ce qui me fait penser que les personnes un tantinet collectionneurs ont dû ranger leur précieux premier tirage dans un coffre-fort et en racheter un second exemplaire pour que la famille et les amis puissent s'essayer à l'exercice. Bon après, passer la claque graphique et les astuces de mise en page, qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas le meilleur récit que vous pourrez trouver sur le personnage. Alors non, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas mal écrit. J'irais même dire que ça dénote pas en termes de ton et d'ambiance avec les nouvelles et les romans originaux que j'ai lus. Et c'est justement le but premier des auteurs, donc c'est réussi en fait. En fait, on pourrait presque prendre cet tome comme une enquête supplémentaire de Sherlock Holmes, qui nous était jusqu'ici inconnu, mais avec l'originalité de nous placer du point de vue de Holmes. Cependant, je soulignerai néanmoins un petit désir de traiter de sujets sociaux et sociétaux à travers certains passages de l'intrigue, ce qui m'a plus fait penser au film Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur et Meurtre par décret. Car j'ai pas le souvenir d'une histoire de Doyle qui aborde ce genre de sujet, mais je me trompe peut-être. Enfin, je rentrerai pas dans les détails car l'un d'entre eux concerne l'enquête en elle-même et je me rends compte qu'en vous disant ça, j'en ai déjà trop dit. Sachez toujours que malgré son avalanche de références, ça reste une série très abordable par des néophytes, du moment qu'ils connaissent le personnage, et une excellente lecture que je recommande à toutes et tous. Et si après la lecture de ces deux premiers tomes, vous avez envie de repartir pour une nouvelle aventure, sachez qu'un troisième volume est en préparation, ce sera ce coup-ci une enquête qui tiendra dans une seule BD de 65 pages, et Benoît Dahan indique sur son site une sortie prévue en 2024. En attendant cette nouvelle aventure, je vous invite à lire et à relire cette première enquête, et si vous désirez découvrir plus de travail de Benoît Dahan, je vous recommande de vous pencher sur la série Psycho-Investigateur scénarisée par Erwan Courbier, avec déjà des couvertures à trous. Et ça c'est bien. Pour en finir avec ce diptyque, il est disponible en 2 tomes dans un très beau format franco-belge édité par Ankama, et est trouvable chez tous vos libraires. Il y a eu une édition spéciale pour les 15 ans d'Ankama, avec une variante de la couverture ainsi que des travaux de recherche en bonus. Mais c'est introuvable à l'heure où je vous parle, et j'ai comme un con pas mis la main dessus à l'époque. Sinon, petite curiosité, le 8ème tirage du premier tome ne comporte pas de découpe dans la couverture, sûrement que des gens se sont plaints que leurs gros doigts glissaient dedans lors de la lecture. Pour conclure, vivement tout de même un ouvrage regroupant les 2 volumes en un seul bloc, ça me permettra de racheter une 3e fois cette histoire. Comment ça je suis fou? En attendant la sortie d'un 3e volume, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, salut! Say